Vladimir Poutine, ton pétrole brûle encore. C'est le message que l'Ukraine a envoyé à la Russie avec une série d'attaques de drones ce week-end, qui ont dévasté le pétrole russe. Ces frappes n'étaient pas des cas isolés. Elles étaient les dernières d'une série d'attaques en profondeur destinées à sectionner les artères pétrolières de la Russie et à priver Poutine de l'une de ses ressources les plus précieuses. L'économie pétrolière russe est actuellement au bord de l'effondrement, menacée par de multiples attaques. L'Ukraine démontre que seules les bombes ukrainiennes sont des sanctions efficaces contre le pétrole russe. Nous commençons par Sotchi. Niché au cœur du kraï de Krasnodar, à environ 530 km de la ligne de front, Sotchi abrite le dépôt pétrolier Adler de Rosneft. Situé juste à côté d'un aéroport, le dépôt abrite des milliers de tonnes de pétrole russe, qui y sont toutes stockées. Prêt pour que Poutine l'envoie soit sur les lignes de front, soit vers les rares pays du monde qui achètent encore du pétrole russe. Maintenant, plus de 528 000 gallons de ce pétrole sont en flammes. Cela représente environ 1700 tonnes métriques. L'Ukraine a frappé le dépôt pétrolier d'Adler avec une attaque de drone dévastatrice ce week-end, et c'est la raison. Comme l'a rapporté la presse Euromédan, le 3 août, l'Ukraine n'a pas détruit l'ensemble du dépôt. Il est trop massif, abritant 41 réservoirs, stockant des millions de gallons de pétrole. Mais elle a réussi un coup direct sur un réservoir, détruisant ainsi les 528 000 gallons. Nous venons de mentionner, tout en mettant Poutine en garde, que certaines de ces installations pétrolières les plus précieuses sont bien à portée des drones ukrainiens. La Russie tente de cacher les dégâts. Selon Euromaidan Press, le gouverneur Mikhail Koshikov a utilisé l'excuse habituelle des débris de drones pour expliquer la situation. Le réservoir de stockage de pétrole d'Adler est maintenant en flammes. Dans le district d'Adler, des débris de drones frappent un réservoir de carburant, provoquant un incendie. 127 membres du personnel et 35 unités d'équipement ont été déployés pour éliminer les conséquences de l'incendie, selon le gouverneur. Nous avons déjà entendu cela, mais l'ampleur de l'impact est évidente, débris ou pas. Le compte X de Euromaidan Press a partagé plusieurs vidéos de la scène, toutes montrant des flammes embrasant le ciel. Une des vidéos contredit même les déclarations de Kochikov sur les débris. Nous voyons un drone ukrainien parfaitement opérationnel foncer droit vers l'usine Adler déjà touchée, atterrissant clairement sur sa cible, sans qu'aucun bruit de canon de défense aérienne ne soit audible en arrière-plan. Un bonus sympathique, la frappe de l'Ukraine a réussi à fermer l'aéroport de Sotchi pendant quelques heures. Les représentants de l'aéroport déclarent qu'il faudra probablement quelques jours pour établir le programme normal. Cette frappe serait une très mauvaise nouvelle pour Poutine. Le dirigeant russe doit en avoir assez d'entendre que l'Ukraine a encore une fois frappé une partie de l'infrastructure pétrolière précieuse de son pays. Mais cela devient pire, bien pire. Alors que les drones ukrainiens frappaient l'usine Adler à Sotchi, une autre horde soumettait également la région de Voronezh à une attaque massive. C'est ce que rapporte News Sky, qui indique que le gouverneur de Voronezh, Alexandre Goussev, affirme que 15 drones ukrainiens ont survolé la ville et 3 districts environnants. Certains ont été abattus, affirme Goussev, mais d'autres ont percé les défenses aériennes russes pour infliger des dégâts. L'Ukraine a touché plusieurs cibles, affirme le gouverneur russe. Selon Goussev, une maison privée, plusieurs véhicules et d'autres structures ont été détruits. Des blessures parmi les civils auraient également eu lieu, avec 2 femmes souffrant de graves brûlures et une autre victime hospitalisée. Ces allégations de victimes civiles n'ont pas encore été vérifiées. Mais l'Ukraine ne visait certainement pas Voronezh pour toucher la population de la ville. Elle avait le pétrole en tête collectivement. Al Jazeera a rapporté le 2 août que les forces de système sans pilote de l'Ukraine ont déclaré que leur frappe sur Voronezh avait touché directement l'installation de stockage de pétrole Ananavda Product, bien qu'ils n'aient pas précisé exactement ce qui avait été touché. Newski rapporte aussi brièvement que l'Ukraine a frappé avec succès un dépôt pétrolier dans la ville. Reuters indique que l'Ukraine a également frappé une raffinerie de pétrole à Ryazan, à environ 110 miles au sud-est de Moscou, avec ses drones, provoquant un nouvel incendie. Le service de sécurité d'Ukraine, qui est l'agence de renseignement ukrainienne, affirme également avoir frappé l'aérodrome militaire de Primorsko-Akhtarsk, en neutralisant une installation que Poutine utilise pour lancer les frappes de drones longue portée russes. Et à Penza, l'Ukraine frappe également une usine qui fournit du matériel électronique à l'armée russe. Découvrez les actions de l'Ukraine à Penza dans notre vidéo sur l'attaque de l'usine d'électronique. Au total, la Russie affirme que ses défenses aériennes ont réussi à abattre 338 drones ukrainiens le 2 août. Encore une fois, prenez cela avec des pincettes. La Russie affirme avoir abattu des drones, malgré des preuves contraires évidentes. Le 3 août a apporté son lot de nouveaux drones, y compris ceux qui ont détruit plus de 50 000 gallons de pétrole à Sotchi. Tout cela nous indique une chose. L'Ukraine ne fait plus dans la demi-mesure dans la guerre des drones longue portée, et son objectif est clair. Mettre l'économie pétrolière russe au bord de l'effondrement.
Selon New Sky, ces attaques sont possibles grâce à une nouvelle génération de drones et de tactiques ukrainiennes, permettant de frapper plus profondément que jamais en territoire russe. Sur le plan tactique, rien n'est particulièrement compliqué. Comme le dit New Sky, des experts notent que les drones utilisent une stratégie de percée massive pour saturer les défenses aériennes. Des dizaines d'appareils volent simultanément sur diverses trajectoires, vitesses et altitudes. Des dizaines de drones signifient des dizaines de chances de toucher une cible unique, surtout lorsque ces drones empruntent plusieurs itinéraires. L'Ukraine cherche simultanément à submerger les défenses aériennes russes par le simple nombre et à s'assurer que ces drones puissent percer la guerre électronique ou guerre électronique. Poutine a érigé une barrière autour des atouts les plus précieux de la Russie. Un deuxième point est limpide. Sky News souligne qu'il est bien connu que la Russie dispose de plusieurs complexes de guerre électronique opérant dans la région de Voronezh, ce qui aura probablement perturbé certains des drones ukrainiens, en brouillant leurs signaux et en les déviant de leur trajectoire. On peut supposer que la Russie dispose d'un dispositif de guerre électronique similaire autour d'autres infrastructures vitales, comme l'usine pétrolière de Sochi. L'envoi d'essaims de drones par l'Ukraine augmente ses chances de percer les défenses de guerre électronique et d'atteindre directement ses cibles. Les frappes du week-end montrent que cela fonctionne à merveille. Mais cette évolution tactique s'accompagne d'un effort incessant de l'Ukraine pour développer des drones meilleurs, plus robustes, plus rapides et plus puissants. Pourquoi ? L'Ukraine a réalisé que les drones sont essentiels pour vaincre les forces d'invasion de Poutine et pourraient même aider le pays à devenir une superpuissance militaire. Comme vous pouvez le découvrir dans notre vidéo, en ce qui concerne les drones eux-mêmes, l'Ukraine ne semble jamais cesser d'innover. En mai, Forbes a rapporté que l'Ukraine venait de lancer ses premiers porte-drones capables d'effectuer des frappes à longue portée simultanément, baptisés l'approche Stratforce. Ces porte-drones, des vaisseaux mers pilotés par l'intelligence artificielle, peuvent transporter 2 drones vus à la première personne ukrainiens, jusqu'à 300 km au-delà des lignes de front. L'Ukraine développe des drones transportant d'autres drones pour mener des attaques furtives contre les infrastructures russes. Cette invention militaire de génie illustre l'évolution de la stratégie ukrainienne en matière de drones longue portée. Selon le Kiev indépendant du 1er août, l'Ukraine travaille activement sur un nouveau type de drone capable d'attaquer des équipements russes au-delà de l'horizon radio. En d'autres termes, ces drones pourront fonctionner sans entrave même lorsque la courbure de la Terre empêche les signaux vidéo ukrainiens de les atteindre. Pour l'instant, ces drones en sont à leur début, la technologie étant limitée aux drones vus à la première personne à courte portée de l'Ukraine. De nouveaux systèmes testés permettent à l'Ukraine de maintenir la connexion avec les drones jusqu'à 50 km, augmentant significativement leur portée. L'Ukraine veut aller plus loin, beaucoup plus loin. Cette technologie pourrait être intégrée dans des drones longue portée à l'avenir, éliminant le besoin de guidage radio, et affaiblir davantage la stratégie de cyberguerre de la Russie. Si l'Ukraine réussit à exploiter cette nouvelle technologie, elle en tirera le maximum. Le 8 juillet, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Siersky, a révélé que l'Ukraine avait mené 115 frappes en profondeur contre la Russie rien qu'en juin. Elle voudra augmenter ces chiffres impressionnants, et l'évolution de sa technologie de drone et de sa stratégie est la clé pour y parvenir. L'Ukraine doit garder une longueur d'avance sur l'évolution des défenses russes. Les frappes sur Sochi et Voronezh prouvent son succès. Une nouvelle génération de drones émerge, qui rendra bientôt les frappes en profondeur de l'Ukraine plus efficaces. Les frappes ciblent de plus en plus les infrastructures russes, principalement pour mettre hors service le pétrole russe. C'est un objectif de l'Ukraine depuis au moins le début de 2025, et elle a déjà connu de nombreux succès. Selon l'Atlantic Council en février, de puissantes frappes ukrainiennes, dont beaucoup en 2025, ont mis hors service 10% de la capacité de raffinage pétrolier de la Russie. Le raffinage transforme le pétrole brut en produits utilisables tels que l'essence et le diesel. C'est un processus crucial. Si vous éliminez les raffineries, vous éliminez la capacité russe à créer des produits de valeur supérieure pour ses clients et son armée, au-delà du simple pétrole brut. Nous développerons bientôt ce point sur la valeur. Début mars, de nouveaux détails ont révélé que la quantité de pétrole russe retiré du marché dépassait les 10% de capacité de raffinage déjà annoncée. Selon la presse Euromaidan, les drones ukrainiens ont détruit ou empêché le transit de 53 millions de tonnes de pétrole russe, un chiffre impressionnant. Refineries, les infrastructures pétrolières pour le recueillir russes, telles que les installations de stockage, les oléoducs et les stations de pompage, sont des cibles légitimes pour l'Ukraine qui visent à stopper cette industrie. Cela contribue à maintenir la machine de guerre de Poutine en marche. Le retrait du pétrole russe, surtout raffiné, du marché impacte directement la guerre en Ukraine, c'est un fait. La Russie a besoin de ces produits
comme le diesel pour ses chars et véhicules blindés, afin de les envoyer sur le front et approvisionner ses troupes. Les avions russes ont besoin de carburant d'aviation, un produit pétrolier raffiné, pour décoller et lancer leurs bombes planantes et missiles de précision sur l'Ukraine. La logique est simple, sans pétrole, les unités mécanisées et les avions russes sont mis hors jeu, affaiblissant ainsi leur armée. Les troupes russes sont forcées de lancer des attaques contre le territoire ukrainien à pied, et avec tout ce qu'elles ont sous la main. Cela en fait des proies faciles pour les défenseurs ukrainiens. Les attaques ukrainiennes contre les installations pétrolières russes à Sotchi et Voronej sont probablement une des principales raisons de cette situation. La Russie continue de perdre environ 1000 soldats par jour et a perdu plus de 105 000 au total, depuis que Poutine a lancé son invasion totale malheureuse. La destruction de la capacité pétrolière russe est une des principales raisons des frappes ukrainiennes comme celles de Sotchi et Voronej. Cependant, deux autres facteurs entrent en jeu, dont un que l'Occident rechigne peut-être à admettre. Les bombes se sont révélées être la seule forme de sanction qui fonctionne réellement contre le pétrole russe. Il existe diverses sanctions contre le pétrole russe, y compris un plafonnement des prix de l'Union européenne abaissé à environ 47,60 $ par baril à la mi-juillet. Il existe aussi des restrictions sur l'importation maritime de pétrole brut dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. Avec la menace actuelle du président américain Donald Trump d'imposer un tarif secondaire à tout pays achetant des produits, y compris du pétrole, à la Russie. Si Poutine ne revient pas négocier pour la paix, ces efforts n'auront pas vraiment porté leurs fruits. Malgré les sanctions ayant réduit les profits pétroliers de la Russie, Poutine a réussi à utiliser la ressource la plus abondante et précieuse du pays pour poursuivre son invasion d'usure en Ukraine. Une des raisons est que les plafonds de prix, censés nuire à la Russie, sont devenus un avantage pour ses alliés et clients pétroliers. Voici comment ils en profitent. Prenons l'Inde comme exemple. Bien que l'Inde ne soutienne pas la campagne de Poutine en Ukraine, elle a su tirer profit de la situation et des sanctions occidentales en place. Grégory Brou, écrivant pour Revista de Prensa, explique comment. Les sanctions permettent à l'Inde d'obtenir du brut russe à prix réduit, que les raffineurs réexportent ensuite vers l'Europe sous forme de produits raffinés, réalisant d'importants profits. La Chine profite également de ces sanctions, souligne Brou, car Pékin a lié l'énergie fournie par la Russie au marché intérieur chinois. Cela donne à la Chine un levier considérable sur Poutine. Si elle se désengage, une importante source de revenus disparaît pour lui. Selon Russie Matters, en octobre 2024, la Chine a acheté jusqu'à 50% des exportations pétrolières russes en 2023. Elle a réussi à obtenir tout cela à un prix bien inférieur au marché, grâce aux sanctions occidentales contre la Russie. Poutine a dû faire cette concession pour continuer à financer sa guerre, et a pu encaisser ce revers. La Russie a constitué une flotte fantôme de navires, surtout des pétroliers, qui livrent son pétrole à bas prix à ses clients. Le nombre de navires composant cette flotte est inconnu, mais Windward a suggéré qu'il pourrait atteindre 1300 après 2 ans et demi de guerre en Ukraine. Ces navires font tout leur possible pour échapper au droit maritime international, notamment en naviguant sous le pavillon d'autres pays et en dissimulant leur position aux mécanismes conçus pour suivre les déplacements des navires dans les eaux internationales. Les sanctions ont un effet sur Poutine. Il préférerait vendre le pétrole russe au prix du marché, plutôt que d'accepter des offres plus basses de ses rares clients restants. Cependant, la Russie a su contourner de multiples façons les sanctions occidentales, ce qui nous ramène aux frappes de Sotchi et de Voronej. L'Ukraine agit avec une logique claire, en détruisant le pétrole que Poutine vend, rendant les sanctions inefficaces moins importantes. C'est dans cette deuxième raison des frappes que l'on voit comment l'Ukraine tente d'affecter significativement l'économie pétrolière russe. L'Ukraine tente de détruire les profits de la Russie en ciblant son pétrole avec des bombes et des drones, la forme de sanction jugée la plus efficace. Une baisse des revenus de la Russie est un autre facteur de soulagement crucial pour l'Ukraine. La baisse des revenus empêche la Russie d'acquérir autant d'équipements militaires, dont les unités mécanisées et les avions utilisés pour attaquer l'Ukraine. Ajoutez à cette incapacité à se procurer de nouveaux équipements le problème des produits pétroliers raffinés. Sans même arriver jusqu'à la ligne de front, vous obtenez une combinaison dévastatrice qui affaiblit gravement la Russie. Le coup de grâce pourrait bien venir de l'impact que tout cela a sur l'économie russe. Selon l'Institut d'études sur l'énergie d'Oxford, les revenus de l'industrie pétrolière et gazière de la Russie ont représenté entre 30 et 50% du budget fédéral total du pays, au cours des 10 dernières années. Ces secteurs réunis contribuent en moyenne à 20% du produit intérieur brut annuel de la Russie chaque année. En résumé, la Russie dépend de son pétrole, et Poutine s'appuie de plus en plus sur ce secteur. Surtout que sa transformation de la Russie en une économie de guerre a anéanti la production du pays hors secteur militaire. Franchement, il n'y a pas grand-chose d'autre que le pétrole et le gaz que la Russie puisse vendre en ce moment, et l'Ukraine le sait.
La Russie peine déjà à obtenir des revenus pétroliers plus bas, en 2025, qu'à presque tout autre moment depuis le début de la guerre en Ukraine. Selon Reuters, au 3 juillet, les revenus pétroliers et gaziers de la Russie pour son budget fédéral ont baissé d'un tiers comparé à l'année précédente. Les 629 milliards de dollars de ventes en janvier 2023 étaient au plus bas. Ce n'était que le commencement. Au premier semestre 2025, les revenus pétroliers et gaziers russes ont chuté de 17%, comparé à la même période en 2024. Et à la fin du mois de juillet, Reuters prévoyait également que les revenus pétroliers de la Russie pour ce mois seraient environ 37%, inférieurs à ceux générés en juillet 2024. Cela impliquerait une baisse de 20% des revenus sur les 7 premiers mois de 2025 comparé à l'année précédente. Considérez cela dans le contexte de ce que nous avons dit précédemment sur le budget fédéral et le produit intérieur brut de la Russie. Les attaques ukrainiennes sur le pétrole russe sont d'autant plus significatives que la Russie en tire moins de revenus que l'an dernier. Même si elle vend le même volume, ce qui semble être le cas, ce pétrole se vend à un prix inférieur à celui d'avant. Avec Sochi et Voronezh, l'Ukraine a détruit un peu plus de l'approvisionnement de la Russie. La Russie a encore beaucoup plus de pétrole. Mais nous avons mentionné au début de cette vidéo que l'idée, c'est la mort par 1000 bombes. Chaque fois qu'un pétrolier prend feu ou qu'une raffinerie est détruite, cela met encore plus de pression sur une industrie pétrolière russe déjà en difficulté. L'Ukraine va intensifier ses frappes sur la Russie, en particulier avec sa nouvelle génération de drones, pour causer davantage de dommages. Au final, ils frapperont le cœur de l'industrie pétrolière russe. Poutine ne pourra qu'observer, impuissant, son pays se vider de son sang. L'impact des frappes sur Sochi et Voronezh ne sera pas immédiat, mais il commence à se faire sentir. Sky News affirme que les compagnies pétrolières russes ont déjà perdu environ 245 tonnes de produits, à cause des frappes ukrainiennes au cours des 2 dernières semaines. La déstabilisation économique est déjà à l'horizon pour la Russie, chacune de ces frappes la rapprochant un peu plus de l'effondrement total. Les frappes ukrainiennes contre le pétrole affectent psychologiquement la Russie. Les réseaux sociaux s'agitent à chaque fois qu'une de ces frappes a lieu, comme ce fut le cas à Sochi. Les habitants publient des vidéos d'explosions et d'incendies bruyants, écrivent sur la panique, les évacuations précipitées et les files d'ambulances et de pompiers, selon le média. Les autorités de la ville ont confirmé que l'accès au district d'Adler est restreint depuis longtemps. Des dizaines d'habitants près de l'incendie ont quitté leur domicile à leurs frais. Peut-on leur en vouloir ? D'énormes explosions provoquant des incendies qui embrasent le ciel amènent la guerre directement au peuple russe, que Vladimir Poutine a tenté de protéger de son invasion. Au-delà de l'impact concret des frappes ukrainiennes contre le pétrole russe, la panique et la pression psychologique intense qui s'installe dans la conscience collective russe pourraient bientôt devenir insupportables pour la population du pays. Qui sait ? Cette pression pourrait faire s'effondrer l'invasion de Poutine, avant même les problèmes économiques et militaires dus aux frappes pétrolières ukrainiennes. Rendre la vie difficile aux Russes moyens fait clairement partie de l'agenda de l'Ukraine. Elle a mis au point une nouvelle stratégie brutale qui, avec ses frappes sur le pétrole, rendra la vie impossible à tous les Russes. Conseil, cette stratégie n'inclut pas d'attaque contre les civils. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo et abonnez-vous à l'émission Militaire pour d'autres contenus sur les récentes victoires de l'Ukraine face à l'armée de Poutine. Merci de votre visionnage.